Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 2 qui concerne les propriétés colligatives. Donc, on va voir dans les prochaines capsules qu'il y a 3 propriétés colligatives qui vont nous intéresser cette session-ci. Donc, la température d'ébullition, la température de congélation et la pression osmotique. Donc, on va faire une capsule pour chacune de ces propriétés-là. On va également faire une capsule lorsqu'il y a plusieurs solutés. Et on va faire une capsule concernant la nature électrolytique des solutés. Donc, c'est quoi l'impact de la nature électrolytique sur les propriétés colligatives. Donc, je vous amène à ma présentation de cette première propriété colligative-là. Donc, on est ici. Donc, propriété colligative, ça va être les sections 2.5 à 2.7 de votre manuel. Donc, on va les faire une après l'autre, les sections. Donc, qu'est-ce que c'est une propriété colligative? Donc, une propriété colligative, c'est une propriété qui dépend uniquement du nombre de solutés en solution, puis ça ne dépend pas de la nature du soluté en solution. Donc, on va voir, entre autres, pour température d'ébullition, que peu importe ce que vous mettez, que ce soit du sucre, de l'huile, de l'éthylène glycol, peu importe le soluté que vous allez utiliser, tant que vous avez la même concentration, ça va avoir le même impact sur la température d'ébullition. Même chose pour la température de congélation et même chose pour la pression osmotique. Donc, ça ne dépend pas de ce que vous mettez dedans dans votre solution, ça dépend vraiment de la quantité de soluté que vous mettez dans votre solution. Donc, c'est ça qu'on appelle une propriété colligative. Donc, il y en a 3 qu'on va voir cette session-ci. Donc, il en existe plus que 3, là, mais c'est les 3 principales. Donc, on va voir comment déterminer l'élévation de la température d'ébullition. Donc, le terme élévation est important. Donc, lorsqu'on mélange un soluté dans un solvant, on fait toujours monter sa température d'ébullition. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Dans la prochaine capsule, on va voir la diminution de la température de congélation. Donc, lorsqu'on met un soluté dans un solvant, ça fait toujours baisser la température. C'est entre autres pour ça qu'on met du sel, entre autres, sur les routes l'hiver. Donc, on veut que l'eau gèle dans une température plus basse. Et changement de pression osmotique, qu'on va voir dans une 3e capsule. Je vais vous expliquer à ce moment-là qu'est-ce que c'est la pression osmotique. C'est peut-être un concept qui est nouveau pour certains. Donc, 3 propriétés colligatives au programme. Augmentation de la température d'ébullition, diminution de la température de congélation et le changement de la pression osmotique. Donc, j'attire votre attention là, sur température d'ébullition, ça augmente, température de congélation, ça diminue. Et ça va être important pour les exercices et pour l'examen. Donc, cette capsule-ci se concentre sur la température d'ébullition. Donc, on va essayer de déterminer la température va monter de combien de degrés lorsqu'on met un soluté dans un solvant. Évidemment, ça va dépendre de la quantité de soluté, ça va dépendre du solvant, donc c'est quoi sa nature au solvant, donc, etc. Donc, il y a différents facteurs à tenir compte. Petit rappel sur ce qu'on a déjà vu dans ces capsules antérieures. Donc, vous avez votre solvant avec une certaine pression de vapeur. Donc, j'ai mis un petit vecteur ici. On voit que lorsque le soluté est ajouté, donc les petites boules rouges, donc lorsque je rajoute un soluté à mon solvant, mais la pression de vapeur, elle diminue. Donc, on voit que le vecteur qui était grand, il est rendu plus petit. On a vu avec les lois de Raoult comment calculer la nouvelle pression de vapeur. Donc, ça, c'était un sujet à part. Maintenant, on a vu que la température d'ébullition, c'est la température à laquelle je dois chauffer ma solution pour atteindre la pression atmosphérique. Donc, comme j'ai fait baisser ma pression de vapeur, on voit que c'est plus petit. Donc, je dois chauffer plus maintenant ma solution pour réatteindre ma pression atmosphérique. Donc, c'est pour ça que la solution a une température d'ébullition plus grande que celle du solvant. Donc, solvant, j'ai besoin de moins chauffer. Solution, j'ai besoin de plus chauffer. Donc, ça, c'est un peu l'explication théorique. La question, c'est de combien vous devez chauffer votre température d'ébullition pour que votre solution se remette à bouillir. Donc, vous avez votre solvant, mettons, exemple, l'eau est à 100, vous rajoutez du sel dans votre eau. Votre eau, sa température d'ébullition sera plus à 100, elle va être, mettons, à 102, 103, 104. Donc, on veut déterminer, est rendu à combien cette nouvelle température-là. Il existe une formule qui est celle-ci. Donc, la variation de température. Donc, faites attention, là, ici, delta T veut dire variation. Il faut garder en mémoire que dans le cas de température d'ébullition,
cette variation-là fait monter la température. Donc, la température, la variation de température, donc ce n'est pas la température directement, c'est la variation de température, c'est égal à une constante qui porte le nom très scientifique de constante ébullioscopique molale. M soluté, faites attention, ce n'est pas la masse du soluté, c'est vraiment la molalité du soluté. Donc, M pour molalité. On se rappelle que molalité, c'est des moles de soluté par kilogramme de solvant. Donc, c'est la formule que vous devez utiliser pour déterminer la variation de température, donc de combien votre température va augmenter, c'est votre delta T. La constante, c'est la constante du solvant, donc super, super important. Ce n'est pas la constante du soluté, c'est la constante du solvant. Et la molalité, elle, c'est la molalité du soluté. Donc, c'est ce que je définis ici en termes de variables. Delta T, dans ce cas-ci, c'est l'augmentation de température. Donc, exemple, si vous obtenez 2 degrés ici, puis votre solvant, c'est de l'eau, mais votre solution aqueuse va maintenant bouillir à 102. Et sa température, ce ne sera pas 2. C'est sa variation de température qui est de 2. L'augmentation peut être en Kelvin ou en Celsius, ça n'a pas d'importance. Le K ébullioscopique, donc super important, c'est ce qu'on appelle la constante ébullioscopique molale du solvant. Donc, si, exemple, vous avez plusieurs solutés, on va voir ça plus tard, mais c'est toujours la même constante parce que vous avez toujours un seul solvant dans une solution. Et M soluté, c'est la molalité du soluté en mol par kilogramme de solvant. Donc, évidemment, vous vous doutez de ce qui s'en vient. Dans un problème ou dans un examen, on ne vous donnera pas la molalité. On va vous donner, par exemple, le pourcentage massique. On va vous donner la fraction molaire. On va vous donner le pourcentage volumique. Donc, on va vous donner d'autres choses que la molalité. Donc, vous allez devoir transformer vos unités pour trouver votre molalité avant de plugger dans votre formule qui est ici. Vous avez à la page 73 de votre manuel un tableau des différentes constantes ébullioscopiques. Donc, la constante ébullioscopique est variable selon les solvants. Donc, je l'ai reproduit ici. Si jamais vous n'avez pas votre manuel, peut-être juste prendre une capture d'écran pour vous en servir pour vos exercices. Donc, dans ce tableau-là, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez les différents solvants qu'on va utiliser. Vous avez la température d'ébullition du solvant pur. Donc, exemple, l'eau tout seul à bout à 100. Et vous avez les constantes ébullioscopiques molales pour chacun des solvants. Donc, si par exemple, votre solvant, ce n'est pas de l'eau, c'est du benzène. Normalement, votre benzène bout à 80,1. Quand on va rajouter un soluté, on va augmenter la température d'un certain delta T qui va s'ajouter au 80,1. Et pour savoir de combien on va l'augmenter, vous allez vous servir de la constante ébullioscopique du solvant. Okay, donc, c'est important, c'est toujours la constante du solvant que vous devez utiliser. J'appréhende déjà des questions par expérience dans les sessions passées. Je sais qu'il va y avoir des questions. Donc, gardez en mémoire, constante ébullioscopique, c'est toujours celle du solvant que vous devez utiliser. Et la température d'ébullition, pour comparer, avant de faire votre delta T, c'est toujours la température du solvant pur. Donc, premier exemple, on vous demande de calculer la température d'ébullition d'une solution d'antigel qui contient 40 d'éthylène glycol. Donc, vous avez la masse, la formule de votre soluté ici. Et on vous dit que votre éthylène glycol est dissous dans un solvant qui est de l'éther diéthylique avec sa formule moléculaire ici. Donc, évidemment, on voit tout de suite que le pourcentage, dans ce cas-ci, il n'est pas déterminé. Donc, par défaut, c'est un pourcentage qui est massique, donc 40 grammes sur 100 grammes. Votre soluté, c'est l'éthylène glycol. Votre solvant, c'est l'éther diéthylique. Si on revient en arrière, vous l'avez ici, éther diéthylique. Vous avez sa température d'ébullition normale, donc lorsqu'il est pur, et vous avez sa constante ébullioscopique molale qui est de 2,02. Donc, on va servir de ces informations-là ici pour déterminer le delta T. Donc, comme on parle de température d'ébullition, automatiquement, la formule qui vient en tête, c'est celle-ci. Donc, delta T est égal à K ébullioscopique fois M soluté. Delta T, c'est l'augmentation de température. K ébullioscopique, c'est le K du solvant. Et M soluté, molalité du soluté. Donc, quelles informations on a actuellement? Donc, si on se fie au tableau que je vous ai montré tantôt, le solvant pur, normalement, c'est 34,5.
Le cas du solvant pur qu'on a été chercher dans le tableau, c'est 2,02 degrés Celsius kg par mol. Donc ça, c'est des données que j'ai été tirées directement dans votre tableau. Et on vous dit que la concentration de votre éthylène glycol, c'est 40 %. Donc, on voit que travailler en pourcentage dans cette équation-là, c'est vraiment, vraiment pas pratique. Donc, on va transformer les pourcentages massiques en molalité. Donc, on va faire comme on a déjà fait là. Posons 100 g de solution, on a 40 g de soluté, on a 60 g de solvant, etc. Donc, on transforme ça ici en molalité. J'ai déjà fait le calcul. Ça vous donnerait normalement 9,01 mol par kilogramme, en espérant que je ne me sois pas trompé. Donc, je vous rappelle que c'est des mols de soluté sur des kilogrammes de solvant ici. Donc, vous avez votre molalité, vous avez votre constante ébullioscopique. Donc, vous avez déjà le K, vous avez déjà le M, que j'ai été plugué ici dans ma formule. Donc, vous faites 2,02 fois 9,01, ce qui vous donne votre delta T qui est de 18,2. Donc, ça ne veut pas dire que votre solution va bouillir à 18,2. Ça veut juste dire que votre solution va augmenter sa température d'ébullition de 18,2. Comme votre solvant pur il est à 34,5 et que vous augmentez de 18,2, bien, on fait le calcul. 34,5 plus 18,2, ce qui vous donne votre nouvelle température pour la solution qui va maintenant bouillir à 52,7. Donc, c'est un peu l'idée ou la façon de faire pour utiliser cette formule-là. Là. Donc, trouvez vos informations, travaillez avec des modalités. Dans ce cas-ci, vous trouvez votre delta T et votre delta T vous donne une augmentation de température par rapport au solvant pur. Ça va? Donc, des fois, votre solvant, c'est de l'eau. Des fois, ça peut être autre chose de l'eau. Donc, fiez-vous aux informations que vous avez. Deuxième exemple, un peu différent. Donc, on vous dit que vous faites la dissolution de 2 grammes d'une grosse biomolécule. On ne vous dit pas c'est quoi la grosse biomolécule. On vous dit que votre 2 grammes, vous le dissolvez dans 15 grammes de solvant. On vous dit que votre solvant, c'est du tétrachlorure de carbone, donc du CCl4. On vous dit que le point d'ébullition de cette solution est déterminé à 78,85. Donc, vous avez un solvant, qui est votre tétrachlorure de carbone, vous rajoutez 2 grammes, votre température augmente à 77,85. On veut savoir c'est quoi la masse molaire de cette biomolécule, donc le nombre de grammes par mol pour cette biomolécule-là. Donc, quelles informations on a? Donc, on a la masse du soluté, on a la masse du solvant, on sait c'est quoi notre solvant, c'est du tétrachlorure de carbone. Donc, si je reviens rapidement en arrière, là. Donc, tétrachlorure de carbone, vous l'avez ici. Donc, vous avez sa température d'ébullition pure, qui est 76,5. Vous avez sa constante ébullioscopique molale, donc c'est toujours celle du solvant. Donc, dans ce cas-ci, c'est 5,03. Donc, on peut utiliser ces informations-là ici pour nous aider à résoudre le problème. Donc, on va utiliser la formule delta T est égal à K ébullioscopique fois M soluté. On sait que la température du solvant pur, on vient d'aller voir dans votre tableau, c'est 76,5 degrés Celsius. On sait que la température de la solution est donnée dans le problème, c'est 77,85. Donc, on voit qu'on a augmenté de 1,35, ce qui correspond à votre delta T. Vous avez la constante ébullioscopique du solvant qui était donnée dans votre tableau, donc 5,03 degrés Celsius fois des kilogrammes par mol. On peut servir des informations qu'on a pour trouver le delta T. Donc, solution moins solvant vous donne la variation de température. Et c'est ici 1,35. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a notre delta T, on a notre constante, donc on peut déterminer notre molalité du soluté. J'ai remplacé ici les variables par les vrais chiffres. On isole M soluté dans cette formule-là. Donc, on se retrouve avec une molalité de 0,268 mol par kilogramme. Mais ça nous donne des proportions. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on a 0,268 mol de soluté, on a 1 kg de solvant. En réalité, nous, on n'a pas 1 kg de solvant. On l'a dans l'énoncé, on en a 15 grammes. Donc, on peut déterminer on a combien de mol de soluté. Donc, c'est ce que je fais ici.
Donc, on va dire 0,268 mol de soluté, c'est pour 1000 grammes de solvant. Donc, c'est l'information que j'ai avec la molalité. Dans l'énoncé, on dit que ce qu'on a en réalité, c'est 15 grammes de solvant. Donc, on peut déterminer le nombre de moles de soluté. Donc, on fait un simple produit croisé. 0,268 fois 15 divisé par 1000. Donc, vous trouvez le nombre de moles que vous avez dans votre solution, donc 0,00402 moles de soluté. Le problème n'est pas terminé parce qu'on veut savoir une mole, ça pèse combien. Donc, si on continue, donc on sait que 0,00402 moles de soluté correspond à 2 grammes de soluté. Donc, c'est ce qui était donné dans l'énoncé. Nous, on veut savoir une mole de soluté, ça pèse combien. Donc, on fait un produit croisé. 0,00402 est égal à 2 grammes. Une mole pèse combien de grammes? Donc, 1 fois 2 divisé par 0,00402, ce qui nous donne une masse molaire de 497,51 grammes par mol. Donc, on voit que la variation de température d'ébullition, donc la propriété colligative en question, peut nous permettre de déterminer des variations de température, mais peut nous permettre aussi de déterminer des masses molaires. Donc, c'est souvent les deux types d'exercices que vous allez avoir ou des questions que vous allez avoir à l'examen. Donc, pratiquez ça. On se revoit dans une prochaine capsule avec la température de congélation. On va voir que dans ce cas-là, la température de congélation va baisser par rapport au solvant pur. Donc, c'est important de retenir, là, ébullition, ça augmente, congélation, ça diminue. Donc, on se retrouve dans la prochaine capsule.